Bonjour, ça écrit bonjour Mathurin, bonjour Émilie, parfait, son et vidéo. Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle webconférence régulière, hein, comme tous les mardis après-midi, 14h30. Bonjour Gilles de Toulouse, bonjour tout le monde. Je me suis lancé dans les bonjours, je vais pas dire bonjour à tout le monde, je suis désolé. Euh, donc, on est réunis cet après-midi. Pour celles et ceux qui ont l'habitude des webconférences nationales de l'ADI, vous savez qu'on fait des webconférences comme ça toutes les semaines sur des sujets très variés, la création, la gestion d'entreprise. Et peut-être des nouveaux, des nouvelles parmi vous, n'hésitez pas à me le dire. On a du temps cet après-midi, on va passer une heure ensemble à peu près pour parler de cette thématique commerciale sur gagner des clients, mais avec un focus, précision dans gagner des clients, puisque c'est une thématique assez large et on a plusieurs, nous, ateliers, conférences, sur ce sujet-là, comme partout, et donc un focus sur l'étude de marché. Alors on va quand même parler à la fin un petit peu de comment on peut se servir de cette étude de marché-là pour axer la démarche, commerciale, mais on va vraiment travailler sur comment réaliser une étude de marché, à quoi ça sert et voilà, quelles informations aller chercher. OK? Et Thierry nous dit: «Je m'intéresse dans la création, je suis, dans le début». C'est une question que j'allais vous poser. Dites-moi dans le chat un petit peu, à quelle, étape vous en êtes, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes déjà en activité peut-être? Parce qu'on peut très bien se questionner sur sa stratégie commerciale, sur, refaire une étude de marché quand on est déjà en activité. Est-ce que vous êtes, juste au niveau de l'idée comme Thierry là: «J'ai envie de créer une entreprise» ou «J'ai une idée, peut-être que l'entrepreneuriat c'est la bonne voie». Est-ce que vous êtes, déjà bien avancé dans votre projet? N'hésitez pas à me le dire. Je vous dis de toute manière, on a du temps, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, même si je suis tout seul aujourd'hui, on va prendre du temps pour ça. Et en attendant que vous, donniez un petit peu votre état d'avancement dans votre projet, je vous présente, le sommaire. Donc je vous disais, on va partir sur une introduction assez généraliste sur à quoi ça sert une étude de marché et puis c'est quoi? Mais qu'est-ce qui entre dans une étude de marché et qu'est-ce qui n'entre pas aussi? Il y a des choses il y a des choses qu'on pense parfois, faire entrer dans l'étude de marché, mais qui est plus sur la partie stratégique et stratégie commerciale et puis, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais donc une petite introduction et ensuite le cœur du sujet, comment on réalise une étude de marché, avec quelles données, quelles informations et puis je vous propose, parce que c'est souvent demandé un focus sur les entretiens, comment on va, aller questionner directement les futurs clients, recueillir leurs besoins et puis on finira justement sur comment on se sert de cette, étude de marché pour préparer la stratégie commerciale et même toute la stratégie de vente, pas seulement sur la partie commerciale, mais tout le chiffrage du projet. Alors on a quelques personnes qui sont sur en fin de projet, en fin de parcours, sur, le financement, même en activité, mais beaucoup j'ai l'impression en création encore. C'est bien. C'est pas grave si vous prenez votre temps, au contraire. Prenez votre temps, il y a beaucoup de choses à travailler sur cette partie un petit peu business plan, étude de marché, chiffrage du projet, recherche de financement. On peut prendre son temps pour ça, tester l'activité quand même si on a envie de la démarrer avant. On va revenir sur le test aussi. Voilà, on va passer là-dessus et quand même, je vois qu'il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui a déjà démarré, alors peut-être pas démarré l'activité. Je vois par exemple Nina qui dit qu'elle pas encore de clients, bon, mais en tout cas peut-être l'entreprise est quand même créée et matriculée. C'est bien de se re-questionner, comme je disais, sur la stratégie commerciale, même quand on est déjà lancé, peut-être qu'on a grillé des étapes au début, bah, c'est pas grave, il faut pouvoir rattraper ce qui est rattrapable. Voilà. On va démarrer. Voilà, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Avant de démarrer sur le cœur du sujet, sur, l'étude de marché, vous présenter un petit peu très rapidement, l'ADI. Donc c'est une association, l'ADI, une grosse association. Vous voyez, on va bientôt fêter, les 35 ans de l'ADI, une association qui est présente dans toute la France, y compris les outre-mer, y compris dans les territoires ruraux. Je le dis parce que, on a cette carte-là qui représente les agences
fixes de l'ADI, les agences permanentes, mais on a aussi beaucoup de permanences chez, Pôle emploi, dans des missions locales, des centres sociaux et cetera, un petit peu partout, dans tous les territoires, c'est important à dire aussi. Et donc le cœur de métier de l'ADI, pardon, je reprends le cœur de métier de l'ADI, c'est, l'accompagnement. C'est pour ça qu'on a plusieurs dispositifs pour vous accompagner en partie sur le commercial, mais pas que. Je vais revenir à la fin sur ce qui existe. Mais le cœur de métier de l'ADI, ça reste, le financement. Donc c'est pouvoir trouver des financements pour le démarrage ou pour l'activité quand on est déjà en développement ou en activité et qu'on a des problèmes de trésorerie ou qu'on veut acheter du stock, du matériel et cetera. Pour tous les besoins, toutes les formes juridiques, voilà, on est là pour ça. Donc je passe, je vous ai dit une introduction assez large sur qu'est-ce que c'est l'étude de marché? Est-ce que certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà fait une étude de marché ou sont en train de le faire, ou sont peut-être accompagnés d'ailleurs pour en faire une? Toutes les activités, Thierry. Voilà. En train, jamais fait, bah, justement on va voir comment on l'a fait. Je vous le redirai plusieurs fois dans cette heure-là, mais faites-vous accompagner pour ça, parce que même si on a les bases, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, même si des fois on s'en fait un peu des montagnes sur: «Ah, il faut aller faire des questionnaires, il faut aller sur le terrain, il faut, écrire les bonnes questions, il faut cibler» et cetera. Bon, en fait, il y a beaucoup de bon sens et c'est qu'une étape parmi d'autres, je vous l'ai mis là. C'est vraiment accessible à tous, mais bon, faites-vous accompagner et ne voyez pas l'étude de marché comme l'ensemble du business plan, comme quelque chose, un gros dossier à présenter. Je vais aller voir un financeur, que ce soit associatif ou une banque, je vais aller trouver des clients, je vais aller voir des fournisseurs. Il faut que je puisse convaincre, donc je vais présenter un dossier béton de 42 pages. Non, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on a envie de voir. Ce qu'on a envie de voir, c'est quelqu'un qui maîtrise son métier et qui maîtrise la gestion de l'entreprise, qui sait comment il va la gérer. Donc voilà, il nous faut quelques éléments pour ça, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de conséquent et souvent, moi, les dossiers que j'ai vus qui étaient conséquents, en fait, il y avait peu de fonds. Je vais y revenir, hein, mais c'était des données statistiques, d'études de marché, c'était voilà. Mais très, très bien fait, hein, avec beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques, mais je n'arrivais pas à savoir si l'entrepreneur, le créateur maîtrisait son sujet ou pas, ou si c'était quelque chose qu'il avait remâché. Voilà, donc moi je préfère quelqu'un qui sait de quoi il parle, même si ce sont que quelques éléments et qui au moins il a pu les confronter au terrain. C'est juste ça, une étude de marché. OK? C'est ce que je vous ai mis là, c'est qu'une étude préparatoire. C'est un des éléments de la création de l'entreprise ou quand on est déjà en activité, un des éléments de la construction de, la stratégie commerciale et de la gestion. C'est un élément préliminaire, préparatoire qui va nous permettre d'avoir assez d'infos, assez de données pour construire cette stratégie-là ensuite. Mais ce n'est pas en elle-même la stratégie. On a encore une fois des créateurs qui viennent avec seulement des grosses données de l'INSEE, des études quanti, sur, leur marché, mais c'est pas ça qui nous fait dire que ça va fonctionner ou pas. Ça, c'est vraiment préparatoire. Ensuite, ça s'analyse, ça s'interprète. Voilà. Donc recueil de données, qui sert à construire une stratégie ensuite, mais ce n'est pas l'étude de marché qui est votre projet. C'est ce qui va vous permettre de construire votre projet. Voilà. Et effectivement confronté au terrain dit. Hem, Ce que je vous ai mis à gauche, c'est aussi très important, c'est une étude avec des données, mais c'est aussi adopter une posture. L'étude de marché, c'est aller à la découverte de son terrain, de son marché, hein. Petite anecdote, moi je m'occupe aussi à l'ADI de former mes collègues qui sont conseillers sur le terrain. Heu, une des formations que je suis en train de construire, que je suis en train d'écrire, c'est justement pour les amener à sortir de leur bureau, à aller sur le terrain, à aller dans la ville où ils travaillent, dans leur quartier, pour le développer, pour aller travailler avec d'autres assos, avec des partenaires et aller trouver des publics, des entrepreneurs qui sont, mal informés, qui sont un peu isolés et donc à nous d'aller les voir. Ça, c'est aussi une des missions de l'ADI et ce que je leur fais passer comme message, c'est que c'est à eux d'aller découvrir leur environnement
là où ils vivent ou là où ils travaillent et d'adopter cette posture de curiosité et de découverte. Et c'est exactement la posture que vous devez adopter quand vous allez, préparer votre étude de marché. C'est: «Peut-être que moi j'ai l'impression de connaître mon secteur d'activité, mon marché, je vais travailler dans la ville où j'ai vécu pendant des années, je connais. Mais» et voilà, vous avez raison Didier, je prends du recul et j'y vais avec un œil de découverte totale et je vais découvrir des nouveaux acteurs, des nouveaux publics, de nouveaux clients, quelques logiques que je n'avais pas moi en tant que personne vivant justement sur le secteur, mais avec un regard plus extérieur, je vais identifier ces logiques-là et c'est ça, étudier son marché. Voilà. Alors, je vais passer, vous avez compris les grands les 2 grands essentiels, donc une étude qui est préparatoire et adopter une posture de curiosité, de découverte et à quoi ça sert l'étude de marché? Je commence par je vous l'ai mis en bas, mais découvrir les opportunités, les contraintes. Des contraintes qui, normalement, on espère, se transforment en opportunités. La contrainte d'un terrain ou d'un marché, ça peut aussi être quelque chose qui n'existe pas encore, qui est bloquant, mais en fait, à vous de retourner cette, contrainte-là en force. Donc l'étude de marché sert à répondre, heu, à plusieurs questions. D'abord, quels sont les publics? Quels sont les clients potentiels? Quelles sont leurs habitudes de vie, de consommation? Est-ce qu'ils, consomment votre produit ou votre service ailleurs? À ce moment-là, chez qui? Quelles sont les évolutions de ce marché? Est-ce qu'il va y avoir peut-être des évolutions dans le futur aussi? Je vais revenir dans les détails, hein, sur tout ça. Qui sont les autres acteurs? Donc les concurrents évidemment, mais aussi les fournisseurs, vos fournisseurs à vous, qui sont des acteurs importants de l'environnement, du marché. Et quel est l'environnement? Alors, à différencier du marché. L'environnement et le marché, on n'entend pas la même chose par là. Je vais rentrer dans le détail. Peut-être certains d'entre vous savent de quoi je parle déjà. La différence entre l'environnement et le marché. C'est beaucoup plus large l'environnement et ça comprend des choses qui sont pas du ressort de votre secteur d'activité. On va y revenir. Ah oui, je l'ai pas dit, Fabiola, en général, j'envoie pas le PowerPoint, mais la webinaire est enregistré et donc ce sera sur YouTube. S'il y a des besoins d'approfondissement, vous aurez mon mail à la fin, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous enverrai, des bons liens ou des pistes, hein. Vraiment, pas de souci pour l'approfondissement ensuite. Et donc toutes ces questions-là, qui sont les questions de base qui vous servent à construire l'étude de marché, doivent répondre à l'objectif que je vous ai, cité juste avant, c'est-à-dire à définir la stratégie commerciale, à définir vos arguments de vente, on va revenir après, sur la proposition de valeur, c'est pas la proposition de valeur, donc c'est vos arguments de vente. À vous positionner votre entreprise, mais aussi votre produit ou votre service vis-à-vis la concurrence, en fonction des besoins que vous aurez identifiés des publics, des clients. Et ça va aussi, par conséquent, vous permettre de trouver le bon tarif sur les bons produits et d'envisager le calcul de votre chiffre d'affaires. On va pouvoir y revenir à la fin sur ça. Donc vous voyez que vraiment c'est préliminaire, l'étude de marché, mais c'est vraiment ce qui va vous permettre ensuite de constituer votre offre et ensuite de pouvoir chiffrer votre projet. Donc ça découle. Voilà, c'est essentiel, même si encore une fois, vous avez besoin de faire une grosse étude de marché, c'est de cette connaissance-là du marché que vous allez pouvoir ensuite construire tout votre projet. Voilà. Et forcément aussi la communication, ce que je vous ai mis ensuite. Alors, quelles étapes? Qu'est-ce qu'on veut savoir quand on réalise l'étude de marché? Ah, j'ai commencé, j'aurais dû revenir juste avant peut-être. Celles et ceux qui l'ont fait, donc on a un petit peu de temps, je me permets, sinon je parle vite et vous allez pas comprendre. Je sais que quelques-uns sont en train de le faire ou l'ont déjà fait, vous l'avez écrit. Vous êtes à quelle, étape? Alors je sais pas si tu peux me parler d'étape, mais vous êtes en train de travailler sur quoi en ce moment? Je sais qu'on n'est pas sur l'outil le plus facile pour, être interactif, hein, Click Meeting, mais on est, heu, on est à la fois assez et pas trop nombreux pour pouvoir se parler, donc allez-y. Commencez par étudier les concurrents, d'ailleurs l'offre, hein, on va revenir sur l'offre, c'est quelque chose qui est parfois oublié. La créativité, ça m'intéresse Didier, c'est-à-dire
On essaie de se différencier sur l'offre, peut-être? Alors, l'élaboration du business plan, je veux dire, c'est peut-être que vous êtes accompagnés pour ça, donc on a peut-être tous des lexiques un peu différents, mais le business plan, en fait, ça va être tout votre projet et l'étude de marché, c'est encore une fois l'étape, heu, 1 du business plan. Ça en fait partie en tout cas, hein, c'est vraiment pas décorrélé. Bien cibler la demande, donc là on est plus sur le la clientèle, on a vu la concurrence, la clientèle et l'offre. OK, et pour pouvoir sortir un prévisionnel, à la fin, d'accord. Voilà, vraiment l'offre, donc c'est ce que je vais vous présenter là. On peut segmenter différemment les étapes ou les bonnes questions à se poser, envers qui. Bon, moi je l'ai sectionné en 3. Effectivement, la clientèle, la concurrence, l'offre et auquel on va ajouter quand même, le reste du marché, l'environnement, les autres acteurs qui sont autour de vous, qui sont pas que les concurrents. Voilà. Ah oui, à chaque fois, on découvre des nouveaux clients potentiels. Effectivement, ça sert à ça, à être dans la découverte. Donc définir mes clients d'abord, hein, c'est souvent ce à quoi on pense en premier. Et voilà, je me fais spoiler par Émilie. Tout à fait. On va commencer par construire un portrait robot, ce qu'Émilie appelle là un persona, donc pour me permettre d'aller, découvrir quelles sont les habitudes, les besoins, les manques de nos clients. Là, je vous ai mis 2 types, il y a pas de souci, Émilie, je vous ai mis 2 types de personas possibles, de portraits robots. Une sur un particulier, une sur une entreprise à droite. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. En fait, vous n'allez pas poser les questions de la même manière, vous n'allez pas non plus aborder ces personnes-là de la même manière, mais en soi, c'est une carte d'identité ou un parcours, je vais vous parler de parcours tout à l'heure, quand on parlera des entretiens, des interviews. Mais c'est vraiment ça, c'est qui je suis en tant que consommateur, mais aussi quelles sont mes habitudes, quelles sont mes routines. Voilà, et c'est à partir de ces infos-là, qui peuvent être un peu personnelles, mais qui sont les infos du consommateur, donc du potentiel client, que vous allez pouvoir dresser votre, enfin, identifier votre cible. Et quand vous aurez identifié votre cible, vous saurez à qui je parle, mais donc à qui vous parlez, mais du coup, comment vous lui parlez aussi. Parce que forcément, en fonction de la catégorie professionnelle, en fonction du temps qu'a cette personne aussi, c'est quelque chose que j'ai pas mis là, mais j'aurais pu mettre le temps que j'alloue, à mes loisirs, à toutes mes consommations vis-à-vis de mon temps passé en famille ou mon temps passé, dans mon travail. Vous n'allez pas, parler de la même manière, dans le même temps, dans le même rythme, à la même fréquence, en fonction de toutes ces données-là. Voilà. Donc c'est ce que je vous ai mis. Si votre clientèle, elle est pas assez ciblée, votre offre ne sera vous sera, peut-être, forcément trop large, donc pas adaptée aux besoins de cette cible, de cette clientèle. Encore une fois, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Je jette pas la pierre aux créateurs, hein, dans ce cas, ils ont, en général pas été accompagnés pour ça ou voilà, ils font les choses un peu vite, mais beaucoup, enfin certains, nous disent: «Moi, ma clientèle, ça peut être tout le monde». C'est le cas de certains ou de certaines d'entre vous, par exemple, quand on a une activité de prestation, de service ou encore plus fréquent, quand c'est un commerce, en ligne. Si c'est le cas de certains, bah, c'est pas parce que c'est en ligne ou c'est pas parce que je fais de la prestation de service qui pourrait concerner tous les particuliers, que tout le monde est ma clientèle potentielle. Forcément, c'est ciblé en termes de zone géographique, c'est ciblé en termes de pouvoir d'achat, c'est ciblé, en termes de temps, encore une fois, quel temps on va allouer à cette prestation-là ou à ce produit-là à acheter. Et puis il y a des attentes en termes de valeur aussi. Ça, à ne pas oublier ce côté valeur culturelle, psychologique. Enfin, on va y revenir. Futur commerce en ligne, par exemple, Nathalie, j'ai défini 2 personas. Alors, pourquoi 2? Il y a peut-être une différence, justement en termes de cible. Est-ce que vous allez pouvoir proposer des produits similaires ou alors des produits différents? Des produits similaires, mais pas au même tarif aussi? J'ai un très bon exemple pour ça, d'une entrepreneur que j'avais accompagnée, moi-même et financée, qui a une activité toute simple. Elle est commerçant ambulant, donc c'est-à-dire elle vend sur les marchés, elle est restauratrice
sur les marchés, traiteur et maintenant elle fait aussi beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs maintenant, traiteur pour des événements professionnels ou de la collectivité. Hem, à l'époque où elle faisait beaucoup que des marchés, elle avait quasiment les mêmes produits, mais pas les mêmes tarifs si c'était un marché, un petit marché de quartier ou si c'était le gros marché du centre-ville avec, bah, aussi des habitants du centre-ville avec plus de pouvoir d'achat que dans le quartier. Et au bout d'un moment, elle a même différencié les produits. On ne consommait pas la même chose quand c'était, des commerçants, des personnes du quartier le midi, que quand c'était le marché du centre-ville le dimanche. Et elle l'a fait de manière empirique, hein, ça s'est pas construit. Elle n'a pas fait d'études de marché avant de se lancer, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans l'entrepreneuriat et dans la restauration et en fait, toute seule, elle a vu la différence et heureusement, elle l'a fait très vite. Elle a pas perdu des années avant de se rendre compte. Bon, bah, c'est une activité simple, hein, je vous le dis, mais elle a différencié les 2. Alors pour le coup, elle a 2 clientèles différentes, parfois elle a même deux types de produits différents, donc ça demande aussi de la gestion, en termes de trésorerie, en termes de flux de stock et cetera. De la communication différente aussi, parce que le stand n'était pas le même. On n'achalandde pas de la même manière ces 2 cibles-là, ces 2 clientèles-là. Hem, mais voilà, elle a différencié, mais en s'adaptant à ces 2 clientèles. Je vous recommande pas forcément d'avoir différentes clientèles pour démarrer, même si voilà, parce que ça demande quand même à bien connaître les 2 typologies différentes et donc à s'adapter encore une fois de la communication différente, des tarifs différents et cetera. Mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez développer, au fil du temps, tout à fait et donc pendant le développement, plutôt de l'entreprise. Alors un exemple, Yolène nous dit: «J'ai ciblé ma clientèle». On reprend un peu ce persona-là, femme active, donc femme, déjà, active dans le nord-est, OK, donc c'est là où vous travaillez, à domicile donc. Par contre la voilà, c'est ça, la cible peut changer au fil du temps. Oui, si c'est pas juste, vous vous êtes rendu compte que votre clientèle, en fait, c'était pas la bonne, ou c'est celle qui a pas le pouvoir d'achat, ou c'est celle qui a envie mais qui a pas le budget, ou alors celle qui a le budget mais qui n'a pas les valeurs. À ce moment-là, vous allez vraiment, construire des prévisions de vente qui ne seront pas la réalité et donc vous allez, bah, il faut soit vous avez beaucoup de trésorerie de côté pour, bah, le temps de vous refaire cette étude-là de clientèle et réadapter votre produit, réadapter votre marketing aussi. Bon, soit, bah, en fait, vous allez partir, sur une mauvaise clientèle et après vous réadapter. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, on rajoute une nouvelle clientèle, plutôt ça, mais là, on est en développement, on n'est pas en réadaptation. Ah, bah, je vais vous faire participer encore. Bonne question de Nina. Est-ce qu'il faut créer l'entreprise et après chercher les clients? Tout à l'heure, on avait l'exemple de quelqu'un qui nous disait, créer mais zéro client pour l'instant, ou trouver les clients et créer l'entreprise ensuite? J'ai la réponse, mais je vais vous mettre un peu à contribution. Les clients d'abord et Julie, Émilie, il vaudrait mieux avoir une idée de sa clientèle avant de lancer son offre, même pas avant de lancer l'entreprise, même l'offre, tout à fait. Donc c'est ce qui nous permet de constituer l'offre, on va y revenir juste après, de savoir quelle est notre clientèle. Alors vous êtes plus ou moins tous d'accord, plutôt des clients avant effectivement, là, ce que je vous présente, l'étude de marché, c'est avant la création de l'entreprise. Alors vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule. On a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, qui sont immatriculés, tout de suite parce que, on pense que c'est la première chose à faire. Déjà non, parce que vous perdez beaucoup d'accès à certains droits, voire à des aides, même d'aides d'accompagnement qui sont pris en charge, des aides aussi financières et puis forcément, vous allez démarrer, peut-être avoir des frais déjà, sans avoir de clientèle, donc ça veut dire sans avoir d'activité. L'immatriculation, la création de l'entreprise, c'est vraiment la toute dernière étape. Les dernières étapes, c'est, financement, choix du statut juridique, ça peut surprendre aussi, mais c'est à la fin. Parce qu'encore une fois, ça découle de toute la constitution de cette offre-là et du business plan et l'immatriculation effective. Les démarches administratives, c'est tout à la fin. Voilà. Sauf
dans des activités où il y a des réglementations, où il faut des certifications et là, on vous demande parfois d'être déjà immatriculé, où, bah, en fait, vous allez avoir un temps de test et d'adaptation, heu mais sans avoir forcément de clientèle et d'activité de vente, dès le démarrage. Mais c'est exceptionnel. Voilà. Mmh, voilà, donc vous avez compris, hein, sur le portrait robot de la clientèle et donc c'est ce que je vous ai mis, c'est ce qui nous permet de segmenter la demande. C'est-à-dire, il y a de la demande forcément, il y a beaucoup de clientèle, mais moi je vais m'adresser à telle cible avec donc l'axe de marketing, de communication, vis-à-vis des habitudes de cette cible-là et puis après si je grossis, bah, peut-être que je pourrais atteindre toute la clientèle. Mais c'est pas parce qu'il y a tant de personnes en France que toutes ces personnes en France sont mes sont mes potentiels futurs clients. Je vais segmenter et cibler. Voilà, c'est ça la segmentation. Donc ensuite, on a parlé des concurrents, et de l'offre. 2 choses différentes, je vous les ai mis là au même endroit, mais donc deux choses différentes. Pourquoi les clients iraient chez moi plutôt que chez mes concurrents? Une question qu'on se pose, forcément tout de suite. Qui sont ces concurrents? Quels produits et quelles offres proposent-ils? Donc là, on va analyser à la fois l'identité, du concurrent, ses tarifs, qui est sa clientèle aussi. On peut très bien se refaire ce persona-là, mais chez la concurrence, pardon, et on va aussi étudier son offre, ses produits ou ses services, hein. Et donc c'est ce que je vous ai mis en analysant leur identité, je définis celle de mon entreprise. Bon, c'est par défaut, enfin par défaut, par soustraction, mais en tout cas, en définissant tout ce qui est autour de moi, bah, je sais ce que moi je suis et ce que je ne suis pas. C'est vraiment une question d'identité. Bah, c'est pareil pour mon entreprise. Si mon offre, je la construis en démarcation de la concurrence, bah, c'est par soustraction de ce que sont les concurrents, bah, moi, il me reste peut-être cette clientèle par laquelle personne n'est allé, ou tel type de produit qui n'existe pas encore. Ça, c'est vraiment la différenciation, la démarcation. Après, on n'est pas obligé toujours d'être en différenciation vis-à-vis de la concurrence. Puis la différenciation, elle peut se faire sur différents points. On dit si c'est sur la clientèle, si c'est sur le tarif, si c'est sur du service, par exemple sur de la rapidité, sur la relation client, sur, des offres qui sont périphériques, même si le produit ou le service en lui-même, c'est le même, le cœur de métier, mais on peut avoir quelque chose de packagé, des choses comme ça. La différenciation, elle n'est pas que sur la concurrence du produit, cœur de métier. OK? Objectif, s'inspirer des points forts des concurrents et ne pas reproduire leurs faiblesses. Mais oui, mais c'est une chance que vous avez, alors vous arrivez après eux. OK, mais eux, ils ont l'expérience. Ça veut dire que vous pouvez très bien vous appuyer, si vous arrivez à les questionner ou avoir des données sur eux, peut-être la partie sur laquelle c'est plus difficile d'avoir des données, mais c'est faisable. S'inspirer, ils ont l'expérience de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez gagné ce temps-là. Voilà. Vraiment prenez-le comme une opportunité ça. Et il faut dédramatiser le fait que je vais voir mes concurrents, ils vont mal le prendre. Alors il y a des secteurs d'activité, effectivement, ça ne se fait pas, mais il y a des activités, si vous vous présentez comme quelqu'un qui a la même passion qu'eux, qui a la même activité, donc c'est-à-dire que vous avez des choses en commun, mais que vous allez pas toucher les mêmes clients, là-dessus, il faut les rassurer. Vous n'êtes pas en concurrence directe, c'est de la concurrence indirecte et donc vous pouvez très bien, discuter auprès d'eux. Voilà, il y a pas il y a pas de souci là-dessus vraiment à aller voir en physique, les personnes qui ont la même activité que vous. Si vous êtes sur un secteur d'activité où il y a beaucoup d'acteurs, beh, vous pouvez aussi très bien aller voir dans la région d'à côté. Vous allez pas du tout être en concurrence. Dans la région, je veux dire sur un secteur différent. Trouver, ce qui est différent, soit c'est la zone géographique, soit c'est la clientèle qui est différente. À ce moment-là, bah, c'est plutôt du partage de connaissances, du partage de savoir, de la transmission et ce sera pas, vous allez pas demander, à un concurrent de donner, ses secrets de fabrication, quoi. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que c'est clair ça? Je sais que c'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce, mais c'est pour vous rassurer et dédramatiser. C'est de vous lire? Ouais, OK. Très clair. Super. Alors non, l'offre, du coup, je vous l'ai mis là en même temps que la concurrence parce que c'est dans l'analyse de l'existant.
l'existant, donc c'est les concurrents, leur expérience, leur passé, mais vous allez aussi étudier l'offre qui existe et l'offre qui existe, elle est dans deux angles, l'angle chez les concurrents, c'est une offre qui existe déjà, donc étudier les produits, à qui ils s'adressent, quels sont les tarifs, est-ce qu'il y a, des, promotions, qui prescrit aussi? Est-ce que c'est de la communication directe, de cette entreprise concurrente? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Comment les canaux de prescription sont très importants, c'est pas toujours du marketing ou de la communication, OK? Et le deuxième manque de l'offre, bah, c'est la vôtre et c'est là où on est aussi sur de la prise de recul. C'est que vous avez déjà une idée de votre service ou votre produit, parce que c'est souvent à partir de ça que vous montez votre projet. C'est pas juste: «J'ai envie d'entreprendre, quel, produit je pourrais bien vendre?» C'est souvent: «J'ai une idée et cette idée-là, je ne peux la faire que par l'entrepreneuriat». Mais ce n'est pas une offre, c'est une idée. Comment on transforme l'idée en une offre? C'est justement en la confrontant à l'existant, donc à la concurrence. Et en prenant du recul dessus, donc en regardant, la clientèle potentielle et surtout votre projet, votre offre, elle va beaucoup évoluer. Ceux qui sont en fin de création là ou qui sont déjà en activité, j'imagine que votre idée, elle a beaucoup évolué avant de devenir l'offre telle qu'elle est actuellement, qui va peut-être encore évoluer d'ailleurs au fur et à mesure de l'entreprise. Donc c'est ça prendre du recul, c'est que vous allez être constamment en adaptation. Alors, je vois des questions sur le handicap, je c'est un peu hors sujet, mais je me permets de répondre quand même parce que sur de l'entrepreneuriat pour des personnes en situation de handicap, tout handicap, il y a des associations qui accompagnent. Nous, on travaille beaucoup avec ces associations-là parce que c'est important d'apporter des réponses et puis aussi de dédramatiser autour effectivement, donc la partie, comment je me présente en tant qu'entrepreneur handicapé. Hésitez pas aussi à m'écrire là-dessus, je vous enverrai des contacts un peu partout. N'hésitez pas. C'est bien si vous échangez aussi entre vous, c'est une bonne idée. OK, alors je continue quand même, ce qui nous permet justement d'élargir encore plus. Donc je vous ai dit que dans l'étude de marché, on va étudier, le client potentiel. Au-dessus du client, autour du client, il y a d'autres personnes qui gravitent autour, donc c'est la concurrence. Et encore autour, il y a le marché, qui reprend tout ça, qui reprend la concurrence, mais pas que. Il y a un cadre encore plus large, qui est l'environnement. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors le marché, qu'est-ce qui existe au-delà, mais qui ne sont pas que les concurrents? Mais il n'y a pas que les concurrents dans le marché existant. Il y a les fournisseurs, les prestataires. C'est vraiment important de ne pas les oublier. Ce sont aussi des acteurs que vous pouvez aller questionner directement dans l'étude de marché. Dire: «Je pense travailler avec tel fournisseur, avec tel prestataire» ou alors: «C'est peut-être pas, vers eux que j'allais me tourner, mais en tout cas, j'ai identifié dans l'analyse de la concurrence que c'est ce fournisseur, chez ce fournisseur que se fournit mon concurrent» et ben, je vais peut-être aller questionner le fournisseur quand j'arrive pas à aller questionner le concurrent. Et pourquoi il va chez lui alors que moi je l'avais pas identifié comme un fournisseur potentiel pour moi? Peut-être je vais découvrir des choses aussi. Lui va aussi m'apporter un savoir sur le secteur d'activité. Bon, toutes les connaissances sont bonnes à prendre, toutes les données. Et vraiment, ce sont des personnes qu'on oublie souvent, c'est des tiers en fait, tous ces tiers. C'est pas moi, c'est pas le client, c'est pas le concurrent, c'est encore un tiers, le fournisseur. Et je vous ai mis tous les autres personnes qui ne sont pas clientes, mais prescriptrices. Je vous parlais juste avant des canaux de prescription, que c'est pas toujours par la publicité qu'on est conquis par un produit. Je pense que vous, en tant que consommateur et consommatrice, vous le savez bien, des fois on est recommandé. Moi, je peux très bien, ne pas être consommateur d'une marque, parce que je n'ai pas de besoin ou parce que j'ai été dans le passé consommateur, mais aujourd'hui je n'ai pas ce besoin. Mais par contre le prescrire à des proches. C'est difficile de trouver ces cibles-là, mais elles existent et c'est parfois plus par ces cibles du marketing que vous allez, enfin vers ces cibles-là que vous allez aller, plutôt que le client.
On différencie dans l'étude de marché et dans la stratégie commerciale, la cible du marketing, la cible de la stratégie commerciale, du client final. Alors parfois c'est le même, hein, forcément, mais parfois je vais démarcher donc des relais bouche-oreille, je vais démarcher des commerçants locaux, je vais démarcher qui eux sont en contact avec mon public, avec la clientèle finale et qui vont pas faire parler de moi, qui vont parler de moi, qui vont prescrire. Est-ce que ça c'est clair pour vous? C'est pas toujours évident de différencier le client final, de la cible du commercial, mais voilà, il faut trouver qui sont vos relais locaux, quoi, qui sont vos relais d'information. OK. Et je vous ai mis aussi, si vous êtes déjà en activité ou si vous avez déjà testé votre offre, vous êtes encore en train de la réadapter, la construire, et ben, en fait, vous avez déjà des clients ou des prospects qui sont peut-être pas devenus clients. Mais toute cette base-là va aussi favoriser le bouche à oreille. C'est déjà quelqu'un qui a testé votre activité ou votre service, quelqu'un qui a vu votre publicité, quelqu'un qui a au moins entendu parler de vous et de votre produit, de votre offre, même s'il n'est pas encore devenu client. Mais c'est des personnes que vous pouvez relancer, que vous pouvez fidéliser. C'est par exemple ce qu'on présente beaucoup quand on parle de levée de fonds, enfin pas de levée de fonds précisément, mais de financement participatif, c'est que c'est OK. C'est OK, un moyen d'avoir des financements, mais c'est pas suffisant dans un plan de financement pour création d'entreprise. En revanche, c'est aussi une super voie de communication et pourtant, c'est les personnes qui, pour l'instant, n'ont pas encore testé votre offre, mais ils ont entendu parler de vous et au moment où vous allez lancer votre offre, certains vont devenir clients et d'autres vont vous parler de vous, tout simplement. Voilà. Les groupes, les forums et cetera, tout ce qui est communautaire, donc sur les réseaux sociaux, des groupes, même physiques, locaux, communautaires, d'entraide, voilà et c'est vers eux que vous allez aussi tester votre offre, votre produit et avoir les premiers retours, qualité, premiers retours, satisfaction. Voilà. Effectivement, je suis d'accord, hein, les réseaux sociaux, les forums sont pas négligeables là-dedans. Je vous ai aussi mis les organismes de réglementation qui sont importants à prendre en compte dans le questionnement, dans l'étude de marché. Alors, c'est plus des acteurs que vous allez mobiliser après, quand votre offre sera vraiment construite et que vous allez, bah, parfois, c'est pas le cas de toutes les activités heureusement, mais devoir soumettre à réglementation, à certification. Mais souvent les organismes de réglementation, de formation, de certification, publics ou privés, hein, vraiment les 2, sont spécialisés dans des secteurs d'activité, connaissent beaucoup les évolutions, donc ça des réglementations, donc c'est-à-dire connaissent aussi beaucoup les évolutions des tendances du marché. Pareil, ne pas hésiter à les questionner là-dessus. Heu, on a, en général, ils sont référencés, aux chambres consulaires, donc chambre des métiers, chambre d'agriculture, c'est très précis, mais les chambres de commerce, parfois même, dépendent de ces chambres-là. Donc ce sont des organismes qui ont aussi eux-mêmes parfois des observatoires économiques, des observatoires des tendances économiques, sur leur territoire, donc n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à aller les questionner. Ce sont 2 choses différentes, Didier, sur la protection des données. Ah oui, vous parlez des réseaux, je pensais que c'était sur les observatoires économiques, mais pareil, la protection des données, personnelles, la protection des données, de l'entreprise, en général, les données d'entreprise, elles sont connues quand même des institutions parce que forcément vous êtes immatriculé. Après oui, ça vous pouvez les protéger pour éviter le démarchage. Heu, voilà. Mais sur la protection des données personnelles, vous avez, raison d'insister, juste, faut bien lire toutes les données, et vous-même, vous serez en tant qu'entrepreneur soumis à des chartes de déontologie, à des chartes de pro à et puis au règlement de protection des données. Mais vous avez raison de préciser. En fait, je m'arrête là-dessus parce que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça reste des données, personnelles, des données, de consommation, même quand ça ne concerne pas des particuliers, mais des entreprises. Les données, elles existent, elles sont, communiquées, parfois ce sont des données juste statistiques, quand c'est l'INSEE ou des observatoires économiques. Heu, voilà, je voulais juste vous rassurer sur le fait que quand vous voulez protéger vos données, c'est possible et vous pouvez vous aussi, quand vous faites vos études de marché, aller chercher des données, mais ce ne sont pas forcément des données confidentielles, ce sont des données sur des tendances, d'accord? Donc ce ne sont pas des données sur des individus, ce sont des données de masse. Ça, c'est important de dédramatiser ça, de dire: «Bah, je vais aller, chercher des données qui peuvent être sensibles parce que c'est des données personnelles». Non, les données que vous allez chercher, statistiques en tout cas,
Ce sont des données sur des tendances ou sur des masses. Voilà, c'est important. Hem, D'autres éléments, je vous le mets, peuvent influer sur l'activité, sur le marché, sur l'évolution du marché, qui n'entrent pas, spécifiquement, qui n'entrent pas vraiment dans ce marché, c'est-à-dire dans votre secteur d'activité. Et c'est là où j'entendais, l'environnement. L'environnement politique, l'environnement légal, j'en parle là des réglementations, mais il y a toutes les politiques économiques, les politiques fiscales, les aides à la création d'entreprises, quand il y a des politiques favorables. Ça dépend des territoires, hein, il y a des choses qui jouent à l'échelle nationale, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus, quand on parle d'économie, quand on parle de développement économique, ça se joue sur les territoires, donc sur les régions, les métropoles, l'échelle de l'intercommunalité. Donc c'est des tendances qui sont très locales et qu'il faut connaître parce que c'est des tendances qui évoluent beaucoup. Le politique évolue très vite. Je continue, je lis les questions après, pardon. Encore d'autres éléments, l'élément économique, c'est-à-dire, l'évolution sur alors plutôt là qui peuvent concerner la clientèle, pas vous, forcément l'entreprise directement, quoique. Mais ce que je vous mets par exemple, si il y a des éléments qui influent sur le budget, le pouvoir d'achat de votre clientèle. On est en plein dedans avec l'inflation. C'est quelque chose qui, n'avait pas été prévu par beaucoup de petites entreprises, par beaucoup d'entreprises de manière générale, qui n'avaient pas été forcément prévues non plus par, les acteurs, du domaine, y compris nous. Enfin, c'est des choses qu'on pouvait prévoir depuis quelques années. Je n'irai pas jusqu'à dire que personne ne pouvait anticiper, comme certains, mais en tout cas, ça reste des choses qui sont pas calculables en précision. Imprécision, hein, je précise, si on a des tendances. Mais ça veut dire que quand même, on peut anticiper certaines évolutions, certains risques ou certaines opportunités. Encore une fois, ce ne sont pas que des risques. OK? Oui, Jean-Philippe, c'est pour ça que je parlais aussi de réglementation et je l'ai relié au côté politique, que parfois, ce ne sont pas des questions de politique économique, mais plutôt des normes en termes de sécurité, en termes technologiques et écologiques. Je vous l'ai mis à la fin aussi, en termes de respect environnemental, et que, heureusement qu'il y a ces normes-là, mais en revanche, elles peuvent se montrer contraignantes. Tout à fait. Donc je vous l'ai dit tout de suite, hein, les normes technologiques et écologiques, donc ce sont des évolutions à anticiper. Sur l'aspect culturel, l'aspect social, eh bien aussi, il peut y avoir des évolutions sur votre clientèle. En tout cas, c'est quelque chose que je vous ai présenté dans la partie connaissance du persona de la clientèle. C'est aussi la partie habitude de vie, la partie psychologique, la partie valeurs. Ce ne sont pas que la partie, habitudes de consommation et socio-démographique. Il y a aussi vraiment une partie valeurs, motivation, habitude de vie qui est importante à prendre en compte et ces 4 éléments-là, politique, économique, culturel, technologique et écologique, 5e, bah, en fait, c'est ce qui va c'est juste anticiper les évolutions à venir, les grandes tendances. Voilà, à ne pas oublier dans l'étude de marché, même si ça ne rentre pas précisément dans le marché, c'est ce qui peut le conditionner. Voilà. Je vais juste lire quelques questions et puis on va enchaîner sur les entretiens. Je pense que vous avez peut-être des questions là-dessus aussi. Il y a quoi d'autre en plus? Je vais pas remonter tout, il y a quoi d'autre en plus de la chambre de commerce? Me demande Agnès. Alors, sur les organismes publics ou privés, publics ou mixtes, mixtes dans le cadre des chambres consulaires, qui ont même des observatoires de tendances économiques, donc chambre de commerce et d'industrie, chambre de métiers, chambre d'agriculture, OK, les chambres consulaires. Et vous avez aujourd'hui beaucoup les grosses intercommunalités, les grosses, communautés d'agglomération ou les métropoles qui ont eux-mêmes leurs propres services de développement économique, qui peuvent avoir des observateurs aussi. Les données statistiques, très importantes aussi, à l'échelle nationale, régionale ou locale, l'INSEE, forcément. Vous avez BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui est un organisme de l'État, qui a beaucoup de missions et l'une d'entre elles, c'est, l'accompagnement à la création d'entreprises. Alors ils font eux-mêmes de l'accompagnement, du financement et beaucoup, c'est de la coordination des différents acteurs, différentes associations. Comme nous, en fait, on est une grosse vingtaine d'acteurs à être organisés autour de cet organisme d'État qui est BPI et BPI,
fournit aussi à lui-même son propre observatoire des tendances économiques en fonction des secteurs d'activité, voilà. Ça dépend un petit peu, d'où vous êtes, de votre secteur d'activité, mais en tout cas, il y a une veille qui est faite là-dessus. Continue un petit peu à lire. Si ça oui, je me permets, oui, Nina, si ça dérange pas les autres, comme répond Didier, allez-y, bon, allez-y. Du moment que ça c'est un peu dans le sujet quand même. Justement, avec l'inflation, dit Yolène, les prix de nos prestations n'ont pas évolué et les clients sont assez rares. Alors, bon, ça, c'est une question d'argumentaire, si vous faites évoluer vos tarifs, que ça reste quand même dans le budget de votre clientèle, sauf si vous êtes obligé de changer de cible de clientèle. Bon, si vous avez fait évoluer vos tarifs à cause de l'inflation, ce n'est pas un prétexte, vous avez l'argumentaire. Vous savez comment le présenter et peut-être enfin, en tout cas, il y a un argument qui est celui de l'inflation. Vous pouvez aussi très bien présenter votre modèle économique, expliquer comment fonctionne votre entreprise. Certains clients peuvent le comprendre. Heu, Nous, le fonctionnement de notre association ne tient pas seulement sur les subventions publiques, comme c'est le cas de beaucoup, enfin de moins en moins, mais beaucoup. Et donc parfois, quand on va, voir des prestataires ou des partenaires, la première chose à faire pour les rassurer sur notre activité, même si on est une asso et pas une entreprise, c'est leur présenter comment fonctionne l'asso, d'un point de vue économique, donc le modèle économique. Donc sur les évolutions, là aussi, compte tenu de l'inflation par exemple, ou une post-crise sanitaire, ben, en fait, vous donnez un peu, les coulisses de votre entreprise et vous expliquez comment ça marche. C'est aussi un argumentaire marketing. Voilà. Si les clients restent rares à cause de ça, bah, peut-être qu'il y a une réadaptation à faire en termes de cible, que c'est pas la bonne cible, soit en termes de valeur, parce qu'ils ne comprennent pas, peut-être, votre activité et les évolutions de vos tarifs vis-à-vis de votre activité, soit c'est pas le bon ciblage, la bonne clientèle en termes de pouvoir d'achat. Il y a peut-être une réadaptation à faire là-dessus. Mmh, Malika, une question sur l'assurance. Posez votre, question, j'y répondrai, pas de souci. Alors, un petit focus sur les entretiens clients. On parle beaucoup quand on fait une étude de marché pour aller connaître, la clientèle, ce dont on parlait tout à l'heure, des questionnaires. Les questionnaires, c'est bien, on peut en diffuser beaucoup, avoir beaucoup de données et pouvoir comparer beaucoup de situations différentes, mais ça reste des données principalement quantitatives, les questionnaires. Vous avez les données statistiques que je viens de citer, de BPI, de l'INSEE, des chambres consulaires, des collectivités locales. Ça, ce sont des données statistiques. C'est pas suffisant. Si vous avez que ça et qu'après, bon, ça vous suffit parce que votre offre, elle est très claire, votre activité, elle est aussi simple et votre clientèle, elle est trouvée et que ça vous permet quand même aussi de pouvoir tarifer, enfin, trouver vos tarifs sans problème, OK. Si vous avez besoin de creuser davantage les besoins de votre, clientèle et leurs habitudes de consommation, notamment pour, trouver le bon tarif et trouver la bonne voie marketing, on va aller réaliser des entretiens qualitatifs, donc c'est-à-dire des interviews. Alors, on va aller en chercher beaucoup moins que pour le questionnaire, c'est une vingtaine, 30 gros maximum, mais vraiment pas plus. Ce qui va nous permettre, je vous le disais, d'aller plus loin que juste la donnée statistique, la donnée, quanti et d'aller, je vous l'ai mis là, sur une dimension beaucoup plus psychologique, sur la motivation, sur les habitudes. J'ai mis la dimension psychologique de l'acte d'achat, c'est-à-dire, je sais que ce produit existe, je sais que cette prestation que ce service existe, je sais que votre entreprise existe, mais qu'est-ce qui, moi, va me faire passer, franchir le pas d'aller consommer ce produit et puis d'aller consommer chez vous? Là, c'est vraiment plus psychologique et donc c'est par des entretiens que vous allez beaucoup plus le saisir que par des questionnaires et alors, pas du tout dans les données statistiques. Et je vous ai mis à la fin la forme, de l'entretien, donc semi-directif ou ouvert, donc beaucoup plus interview où vous allez faire parler la personne plus ou moins ouvertement. En tout cas, vous pouvez faire des entretiens directifs, donc avec des questions,
et vous ne sortez pas de ces questions-là, de cette thématique-là, le but, c'est quand même, je vous dis, de sortir du format questionnaire. Donc laisser parler l'interlocuteur. C'est dans cette parole libre que va aussi, qu'on va pouvoir recueillir des données auxquelles on ne s'attendait pas, des infos auxquelles on ne s'attendait pas. Et puis dans la forme, aussi recueillir le parcours. Alors je l'ai mis entre guillemets, c'est quelque chose, moi j'appelle ça le parcours, c'est plus un concept, psychologique, sociologique, scientifique, hein, je le dis, mais c'est, reconstituer on parle de parcours de vie, mais là, c'est pas forcément le parcours de vie en entier que vous allez recueillir, mais je vous l'ai mis par exemple la journée type, une routine, d'où je viens, d'où je tire mes ressources. Quelles sont, les données que j'ai en moi, en tant que potentiel client? Donc ça peut être, les ressources économiques, mais ça peut être aussi des ressources culturelles, ça peut être des voilà, des des valeurs, et vous allez retracer le parcours, conduit par ces ressources-là, par ces valeurs-là, par ces données, économiques-là, et votre offre doit s'intégrer dans ce parcours-là. C'est-à-dire, Heu, j'ai mes habitudes sur une journée, par exemple, sur une journée. À quel moment, moi, mon produit ou mon service s'intègre dans la journée? À quel moment, mmh, mon client est prêt à payer ou à faire appel à moi dans son parcours? Sans que ce soit un truc en plus. Parce qu'il ne faut pas que le client se pose la question de: «Ah, j'ai besoin, où est-ce que je vais pouvoir aller trouver?» C'est à vous de vous intégrer dans sa routine. Ça, c'est clair? S'intégrer dans les habitudes du client, que ce soit transparent pour lui. C'est à vous de faire l'effort de vous intégrer dans sa routine. Voilà. Et dans le cas d'une prestation de service, très franchement aussi, il y a un besoin, on répond à un besoin. Alors certes, on va avoir des clients qui vont chercher, qui vont comparer peut-être, différents artisans, différents prestataires, heu, mais c'est à vous de vous présenter, de vous intégrer. C'est exactement la même chose, hein. Ne vous faites pas de On différencie beaucoup, le commerce-restauration et la prestation de service. C'est pas les mêmes modes de calcul forcément pour les trouver les tarifs ou pour anticiper, le plan de trésorerie, et cetera. Sur la partie marketing, commerciale, trouver les clients, c'est la même chose. On va s'intégrer dans des habitudes, on va, avoir un argumentaire, je vais parler de l'argumentaire juste après, qui répond aussi à un besoin. Ne différenciez pas, vraiment. J'enchaîne avant de finir, parce qu'on a quand même une partie justement sur à quoi va nous servir cette étude de marché. Une fois qu'on a défini la clientèle, qu'on a trouvé, son persona, la clientèle cible, même si encore une fois on peut avoir plusieurs, au bout d'un moment on peut, en tout cas c'est un persona, donc c'est une caricature de notre clientèle cible. On a trouvé nos concurrents, se différencier de leurs offres, on a défini le marché qu'il y avait tout autour de nous, les grosses tendances aussi autour du marché, dans l'environnement. On a toutes ces données-là, à quoi ça va me servir? Eh bien, la première chose, je vous disais, c'est à, développer, la stratégie commerciale. Je vous l'ai dit au début, je vous le redis, l'étude de marché, ce n'est pas votre stratégie commerciale, hein. Ce n'est pas, par l'étude de marché que vous allez vous faire connaître. Ce n'est pas par l'étude de marché, ce n'est pas l'étude de marché qui vous donne votre, stratégie de vente. Ça vous donne des données pour la construire, la stratégie de vente, mais c'est vraiment une étape, l'étape d'après. Il faut passer par là quand même, et la première chose de la stratégie, de vente, la stratégie commerciale, je ne vais pas entrer exactement dans le détail parce que ça mériterait, un atelier complet, mais c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce que c'est la proposition de valeur? C'est répondre aux besoins du client par mon offre. Vous voyez bien qu'on reprend, les éléments de l'étude de marché quand même, on reprend ces données-là. Mon client type a des besoins, des manques, des attentes, et je vais y répondre par mon offre que j'ai établie en fonction de la concurrence, en fonction de qui je m'adresse, quel client. Je propose une offre à un client, à une clientèle ciblée, parce que cette clientèle, cette cible, a un besoin ou un manque, j'y réponds
par mon activité, par mon produit, mon moyen. Mon moyen, c'est, ma prestation, mon service ou mon produit. Je vous ai mis là un exemple, un peu random mais typique. Je propose une prestation de plomberie, à la carte, OK, c'est un exemple. Pour qui? C'est du B2B, c'est pas pour les particuliers. Pour, les restaurateurs, j'ai ciblé que c'était du B2B. J'ai ciblé aussi le secteur d'activité à qui je m'adresse, parce que, les pros, ils ont enfin, je vais pas parler à un pro, si, de la même manière, s'il est restaurateur ou si c'est de la lui-même du B2B, ou si c'est un médecin, je vais pas lui parler de la même manière, ni au même moment. Heu, des restaurateurs qui, veulent une prestation rapide, ils trouvent que, les prestataires qui sont, actuellement, la plupart sur le marché, bah, c'est lent pour intervenir ou c'est des longues prestations, donc c'est aussi plus onéreux. Une prestation rapide, éviter donc les délais trop longs et les prix élevés, c'est un exemple. Oui, pardon, B2B, business to business, service aux entreprises, service aux pros. Heu, donc j'ai proposé mon offre, prestation de plomberie à la carte. J'ai défini ma cible. J'ai défini, à quel besoin ou à quel manque je réponds et donc mon moyen, c'est une prestation rapide, moins chère que les concurrents. Et là, vous avez votre pitch, vous avez votre argumentaire, il y a pas besoin de plus, vraiment. Alors, dans le pitch, si vous pitchez votre projet ou votre entreprise une fois que votre activité, une fois que l'entreprise sera lancée, vous allez enrober tout ça d'un storytelling, de valeur et cetera. OK. Mais l'argumentaire de vente, c'est ça la proposition de valeur, c'est pas plus que ça. Une offre qui répond à un besoin pour une cible. Vous pouvez rajouter le moyen, comment? Voilà. Un exemple encore de Yolène toujours, je propose une offre de massage relaxant, quoi? Pour des femmes actives qui est en plus ciblée et stressées, pardon, donc ciblées encore plus. Comment? À domicile. Disponible le samedi, je sais pas si c'est vous, voilà, c'est peut-être le besoin, c'est donc, des femmes qui n'ont pas beaucoup de temps, donc plutôt le samedi. Mais c'est vous. Voilà. Vous pouvez reprendre très bien cette formule-là, pas une formule mathématique, mais cette formule-là et construire votre propre proposition de valeur. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Avant de finir, quand même, vous dire, l'étude de marché, elle sert aussi à anticiper la partie chiffrée de votre projet, fixer vos prix. On reprend encore les éléments de l'étude de marché, donc le pouvoir d'achat de ma clientèle, et l'analyse de la concurrence, de l'offre de la concurrence et auquel on va rajouter aussi, j'y reviens après, les charges, les dépenses qui sont nécessaires pour la production de mon produit ou pour, réaliser mon service. Il y a des déplacements, il y a, du matériel et cetera, donc toutes ces dépenses et ces charges-là à couvrir. Je vous ai mis quand même en face de la concurrence. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans la différenciation et la différenciation vis-à-vis de la concurrence ne passe pas que dans le tarif, dans le fait d'avoir une offre qui est moins chère. Votre offre, elle doit être adaptée aux besoins de la clientèle, à ce qu'elle recherche aussi, et elle doit être adaptée aussi, c'est pour ça que j'ai mis les 3 à vos charges. Si vous avez une offre qui est concurrentielle, mais que vous ne faites pas plus en volume, c'est-à-dire, plus de prestations ou que vous vendez pas plus, vous n'allez pas être rentable. Donc le tarif ne se calcule pas que vis-à-vis de la concurrence. Il se calcule aussi vis-à-vis de vos dépenses, de vos charges. C'est important. Quelque chose que vous pouvez mettre dans votre argumentaire pour expliquer votre tarif aussi, c'est des choses qui sont plus, heu superficielles, en tout cas qui sont moins concrets, que c'est pas des choses qui sont purement le pouvoir d'achat de la clientèle, par exemple. C'est, je vous l'ai mis, la valeur ajoutée. Et ça, c'est aussi des choses que vous aurez identifiées dans, le persona, dans le portrait robot de votre clientèle. Enfin, quelles habitudes, quelles valeurs on a, heu, l'importance de la relation client, ça c'est aussi dans les valeurs. Si on a des personnes qui sont prêtes à mettre le prix juste, mais à avoir quand même un service de qualité, à avoir de la fidélisation, à avoir un service après-vente,
à voilà, être considéré en tant que client et ça, c'est important et puis je vous ai mis le prix psychologique. Un prix faible, bah, si c'est pas adapté à ce qu'a l'habitude de payer ma clientèle, c'est pas parce que c'est plus faible que cette clientèle-là ira chez vous. La clientèle s'attend à payer un certain prix pour un certain service ou pour un certain produit. C'est ça le prix psychologique, c'est, pour combien vous seriez prêt à payer pour ça? Combien seriez prêt à payer pour ça? Ça, c'est le prix psychologique. C'est pas: «Moi, je suis prêt à vous le vendre tant, qu'est-ce que vous en pensez?» La manière dont vous allez démarcher le client, c'est: «Quelles sont vos habitudes? Combien vous êtes prêt à payer?» OK? Je vous redis, c'est pas: «Moi, je propose ça à tel prix». Là, vous cassez le prix psychologique et tout ça sert, je vous l'ai mis donc à adapter le prix à votre cible, évidemment au marché et donc à votre cible. Tester plusieurs produits, plusieurs, manières de le présenter, plusieurs manières ouais, de le vendre, donc de marketing. Tester plusieurs, tarifs aussi, pourquoi pas, avant de vous lancer. Le test, moi je trouve personnellement qu'on n'en parle pas assez. On est toujours très linéaire dans les parcours, en France, parce qu'on est très scolaire, et on vous présente de la création d'une entreprise comme des étapes à suivre l'une après l'autre et à la fin on crée. Vous pouvez tester sans avoir matriculé un certain temps, en dépassant pas un certain, plafond de chiffre d'affaires. Vous pouvez très bien présenter un produit qui n'est pas abouti non plus. Vraiment tester, ce sera la meilleure expérience que vous aurez, ce sera parfois trop tard après. Donc je vous encourage à le faire. Je vous lis un peu oui voilà, la fidélisation, ça peut être, soit des tarifs négociés, soit des prestations, au-delà. C'est-à-dire, quand vous avez un service, vous pouvez très bien avoir des échantillons en plus, ne pas facturer, les déplacements pour la première prestation. Bah, des choses qui sont, je vous disais superficielles, en fait, qui sont, au-delà du cœur de métier ou du cœur du produit ou du service que lui, vous allez facturer, par contre, au juste prix. Je vous redonnerai le plafond. Le prix psychologique est à double tranchant. Je connais des artisans qui facturent cher, et leur clientèle est OK avec ça. Parce que si c'était moins cher, ils auraient l'impression que le mec va pas bosser correctement. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis, il faut s'adapter à votre, cible, à votre clientèle. Il y a des personnes qui ont un certain pouvoir d'achat, ou même pas forcément, mais qui s'attendent à ce que ce produit-là, il soit à tel tarif parce que c'est le tarif juste pour couvrir vos charges et c'est normal et effectivement, il y aura toujours alors c'est encore plus vrai chez les artisans ou chez les les secteurs d'activité, culturelle, on parle d'artisanat plutôt d'art, là pour le coup, peut-être pas l'artisanat du bâtiment, quoique, mais où on va souvent, se dire en créant que, bah, pour convaincre, je vais avoir des prix, faibles. Non, non, ne pas sous-estimer le prix psychologique. Ah, je ne sais pas, si quelqu'un a pour Morgane un simulateur de nom libre de droit, aléatoire, ce serait pas mal. Mais, pareil, testez ça, testez, c'est dans la stratégie commerciale et dans la stratégie marketing, de tester peut-être plusieurs noms, en fonction de ce que vous vendez. Et encore un calcul, avant de vous libérer, important, là on est plus sur la partie, purement chiffrage, mais on va aussi récupérer des données de l'étude, de marché. Je vous ai mis, hein, les concurrents, les statistiques sectorielles, de l'INSEE par exemple, les habitudes de consommation et le budget de la clientèle et puis sur quelle gamme de produits, sur quelle offre je suis, pour calculer mon chiffre d'affaires. Encore une fois, on ne calcule pas le tarif les tarifs en fonction du chiffre d'affaires que je veux réaliser. Mais c'est l'inverse, on part d'un tarif adapté à la clientèle et au marché et c'est ce qui nous permet d'anticiper, mon chiffre d'affaires et puis la trésorerie dont je vais avoir besoin pour démarrer parce que le chiffre d'affaires, il arrive pas dès le premier mois. Je vous ai présenté ce calcul-là, n'hésitez pas à le copier. Le nombre de prospects que je touche en communication, par exemple en un mois, la part qui va vraiment devenir client, je vous ai mis un exemple par produit, mais c'est la même chose pour les services. Les prospects, la part de ces prospects-là qui devient client, multiplié par le montant de l'achat moyen ou du panier moyen et le nombre d'achats pour un même acheteur, sur cette période-là. Si je définis une période d'un mois, bah, il va peut-être acheter une fois, mais ça va peut-être être récurrent. Il y a peut-être des besoins qui sont récurrents.
ça vous donne le chiffre d'affaires mensuel auquel on va enlever les charges. Donc les coûts d'achat du produit, le coût de matières premières, et cetera. Et puis on enlève aussi les frais fixes, qu'on appelle les charges fixes, donc le prix le loyer du local si on avait un, l'assurance, les déplacements, les cotisations sociales, et cetera. Ça, c'est ce que nous c'est de manière très simplifiée, c'est ce que nous, en tant que financeurs, on calcule aussi. On va partir de tout votre plan de charge, calculer en fonction de ce que vous nous aurez dit, vos tarifs et on regarde si on est rentable, si on atteint le seuil de rentabilité et au-delà, si on peut gagner de l'argent, avec l'activité. Parce que c'est ça le but, c'est d'en vivre à terme. Voilà, la méthode de calcul très simple et ça, les quelques lignes que je vous ai mis là, c'est un bilan comptable. Quand vous avez un bilan comptable, bon, c'est pour les sociétés, hein, pas pour la micro-entreprise, mais qui fait plusieurs pages, qu'on comprend pas, les actifs, les passifs, la marge brute, la marge nette, et cetera, c'est rien plus que ça, vraiment. Et donc vous pouvez vous le faire à votre échelle. Vous pouvez anticiper votre plan de charge, votre plan comptable, juste avec ces éléments-là, parce que maintenant, vous connaissez vos concurrents, vous connaissez votre clientèle, vous connaissez vos fournisseurs, vous connaissez les tendances du marché, l'environnement politique, économique, culturel et c'est ce qui va vous permettre d'affiner votre offre et donc ensuite de pouvoir trouver les bons tarifs et donc d'anticiper votre chiffre d'affaires. C'est pas plus difficile que ça. Maintenant, faites-vous accompagner quand même, s'il y a besoin, évidemment. Ah oui, Julie, je peux vous remettre, l'argumentaire de vente, donc la proposition de valeur. Je propose une offre à une clientèle ciblée pour répondre à un besoin. Voilà et comment, pour préciser plus par rapport à l'offre, comment? Bah, il y a un moyen, c'est mon produit ou mon service. Voilà, je sais que ça a été, dense et que je parle vite. Il y avait beaucoup d'infos. J'espère que je vous ai quand même donné des bonnes pistes. N'hésitez pas, je vous dis là, une fois que j'aurai, fermé le webinaire, vous allez recevoir un mail donc de confirmation de participation, de remerciement. Vous aurez mon contact. N'hésitez pas à m'envoyer un message si besoin d'aller un petit peu plus loin. Nous, on a des ateliers en physique aussi partout, donc forcément proche de vous aussi. Je vous invite à aller, les chercher sur le site, sur adi.org. Je vous remets un super outil qu'on a, celles et ceux qui sont déjà venus à votre conférence, c'est que maintenant je le présente, presque systématiquement parce que, bah, je le trouve super. Où on reprend, l'étude de marché, mais on reprend aussi, toute la partie chiffrage, juridique aussi, très complet sur tout le parcours de création. C'est ce que je vous ai mis là et qui s'appelle «Je construis mon projet en ligne», un outil, gratuit, sur le site de l'ADI. Vous pouvez le prendre, par bout, hein, si vous avez besoin que d'études de marché, vous faites l'étude de marché et vous allez retrouver, plus ou moins les données que je vous ai données là, les infos que je vous ai données là. Voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis, à bientôt. On se retrouve alors mardi prochain, on a une conférence, sur, le e-commerce. Et puis ensuite tout juillet, ce sera seulement le mardi après-midi, donc les webconférences régulières, tous les mardis à 14h30. Et puis voilà, je vous laisse voir le planning sur le site internet. Vous avez l'habitude d'y aller, je pense. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup pour tous les messages. C'est très gentil. Heu, je suis toujours ravi d'avoir un chat aussi participatif et c'était vraiment le cas aujourd'hui, donc merci beaucoup. Et puis, ben, bon projet à vous, à bientôt et puis venez nous voir. À bientôt, bon après-midi. Mon prénom, oui, c'est vrai que c'est marqué adi.org. Je m'appelle Simon Guérin, vous pouvez dire Simon, voilà et je serai là, mardi prochain. À bientôt, bon après-midi.